Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du journal. Le journal Fraternité célèbre ses 25 années d'existence légale en République du Bénin le 1er décembre prochain. La rédaction de Canal 3 Bénin continue son tour des personnalités qui ont voulu partager leurs impressions à l'occasion de cet anniversaire. Vous suivrez dans ce journal les impressions du maire de Nati Tengou. Également à suivre la séance de reddition de comptes du maire de la commune de Semepodi et ses administrés. L'épineuse question de l'électrification était au cœur des échanges. Et puis le lancement du projet Non-Sinar à Nati Tengou. C'est une initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale au sein des communautés vivantes dans les zones frontalières. Vous avez le programme, soyez les bienvenus au journal. On démarre par la célébration des 25 années d'existence du quotidien Fraternité 1er décembre 2024. Nous poursuivons notre tour des personnalités qui ont voulu dire un mot à l'occasion de cet anniversaire. Au nombre de celles-ci, le maire de la commune de Nati Tengou. Suivez ici ses impressions au micro de Alassane Aouna. C'est une occasion pour moi pour rendre hommage à Fraternité, le journal Fraternité qui est né au Bénin il y a de cela 25 ans. Le professionnalisme, le dynamisme, la recherche de l'information, la rapidité dans la distribution, toutes sortes de qualités que nous reconnaissons à Fraternité a fait de lui l'un des journaux qui a résisté, qui a persisté et qui grandit jusqu'à nos jours. Moi, je félicite vraiment ce journal, qui est devenu par la suite un groupe, ses promoteurs et tous les acteurs qui contribuent à son rayonnement. C'est pour nous les maires, un honneur parce que nous savons que ce journal, le promoteur, c'est le maire Malik Gomna, qui est aujourd'hui honorable député à l'Assemblée nationale. Et c'est même la preuve que là où il touche, que ça évolue. Hein, félicitations. Et nous lui rendons hommage et nous lui présentons toutes les félicitations et qu'il poursuive ses œuvres dans la lancée et que pourquoi pas que il nous consacre que Fraternité étend ses tentacules même à l'extérieur du territoire national. Les lecteurs, notamment des conducteurs de taxi moto, se sont également prononcés sur les 25 années d'existence du journal Fraternité. Pour certains, je cite, c'est un journal que j'aime tant. D'autres estiment que c'est une presse de grande qualité dans le monde des médias en République du Bénin. Suivez-les. C'est une occasion pour moi pour rendre hommage. Vous savez, en tant que Béninois, bon, c'est un journal quand même que j'apprécie très bien. Étant donné que je suis une habitude des lieux, je viens tous les matins s'enquérir quand même des nouvelles de la nation. Ça vraiment, et c'est un grand plaisir pour moi maintenant d'entendre que le journal veut fêter ses 25 ans. C'est une très très bonne initiative. Aucune œuvre n'est parfaite quand même. Bon, il y a des moments donnés où on n'est pas satisfait et il y a des moments donnés où on est aussi satisfait. Mais quand même, moi, j'apprécie tellement la Fraternité. C'est un journal que j'aime tant. Alors, Fraternité, je connais ce journal-là très bien. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je connais ce journal-là. Et grâce à Dieu, ce journal-là voudrait fêter ses 25 ans d'anniversaire bientôt. Oui, je les félicite et de continuer à être dans la déontologie que votre patron a dit d'être et ne plus aller à gauche, à droite, être au milieu pour ne pas avoir la sanction de la justice. Les mots que vous écrivez les mots suisses pour avoir la paix dans notre pays. Et longue vie à la journal Fraternité et joyeux anniversaire à vous. C'est un journal qui a fait ses preuves sur le territoire national et international. 25 ans dans la vie, c'est pas petit. Donc, nous aimerions qu'il y a certaines choses que vous allez arriver à corriger et travailler davantage pour l'enracinement de la démocratie. Oui, 25 ans.
si c'était un enfant. L'enfant qui a été entretenu depuis l'âge 0 jusqu'à 25 ans n'est plus un enfant, c'est un jeune. Donc, un jeune qui est déjà majeur. Fraternité est déjà une presse de grande qualité. Direction dans le département de Lomé. Là-bas, le maire de la commune de Semepodi, Jonas Benameta, était ce jeudi face à ses administrés pour une séance de reddition de comptes. Cette fois-ci, c'est la question de l'électrification qui était au cœur des débats. Reportage. Prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne. C'est le thème central des premières journées scientifiques de la SOBINEF. Ces assises qui se déroulent du 27 au 29 novembre 2024 rassemblent des experts d'ici et d'ailleurs. Face à la montée préoccupante de cette maladie, il est impératif de développer des approches innovantes et durables, adaptées aux contextes locaux. Ce n'est pas facile. Ces 3 jours d'échange et de réflexion seront une opportunité unique pour partager des expériences, et il y en a, renforcer nos connaissances et jeter les bases de partenariats promoteurs. Les dépenses de santé concernant la dialyse est une dépense appauvrissante pour nos populations. C'est une dépense qui grève le budget de nos ministères de la Santé. Nous savons combien coûte un appareil de dialyse, mais nous savons encore plus ce que coûte pour les populations qui doivent payer au Bénin de leur poche les soins de dialyse. Comme en témoignent les chiffres y afférents, la maladie rénale s'affiche de nos jours comme une pathologie redoutable. Actuellement, les maladies rénales sont la 3e cause de décès à la croissance la plus rapide dans le monde. Ainsi donc, d'ici 2040, l'insuffisance rénale chronique devrait être la 5e cause d'années de vie perdues à l'échelle mondiale. Les premières journées scientifiques de la SOBINEF sont officiellement lancées par la représentante du ministre de la Santé, parrain de l'événement. Nous savons tous que la maladie rénale chronique représente un défi majeur pour la santé publique. Elle touche des millions de personnes, souvent sans qu'elles en soient conscientes, et peut entraîner des conséquences dévastatrices si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. Chers collègues, en travaillant ensemble, nous pouvons non seulement améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies rénales chroniques, mais aussi avancer vers un avenir où ces pathologies seront mieux maîtrisées, voire prévenues. Cette cérémonie de lancement est marquée par une conférence sur l'état des lieux, les défis et perspectives de la néphrologie au Bénin, animée par le docteur Jacques Vigan. À chacun et à tous. Vous venez plutôt de suivre le reportage sur les premières journées scientifiques de la SONEFAP. On revient à nouveau sur la cérémonie de reddition de comptes du maire de Semepodi. Pour cette séance de reddition de comptes, la 2e de l'année 2024, le maire Jonas Benameta a abordé avec ses administrés la question de l'électrification dans la commune de Semepodi. Les réalisations dans ce domaine sont nombreuses ces dernières années et Semepodi est passé pour beaucoup de ces localités de l'obscurité à la lumière. Nombreuses sont les zones qui aujourd'hui sont électrifiées à Semepodi. Je veux parler de Agongo, Semen Agongo. Je veux parler de Diefa Agé, Ouedomé Agongo, Gleboun, Ekpe, Okun Semen, Kain Patime en cours d'exécution, un peu partout, PK16, Béhomé, pour ne citer que cela. Donc, le réseau électrique s'est largement étendu à Semepodi. Cela est dû principalement à l'effort du gouvernement à travers le projet PADES, à l'effort de la commune par toutes les commodités et toutes les exigences
dont les communes ont fait preuve en offrant réellement les conditionnalités de réussite à tous ces projets-là. Les populations se réjouissent de ces avancées et invitent le maire Jonas Benametor et son conseil communal à maintenir le cap. C'est un réel plaisir pour moi d'être présente à cette séance de reddition de comptes, surtout par rapport à l'électrification de la zone où se situe le CG, où nous n'avons pas d'énergie électrique depuis la création en 2021. C'est un véritable calvaire pour moi, pour le corps professoral et pour les apprenants. Je suis vraiment satisfaite du fait que le maire et son équipe ont essayé de nous amener l'électricité. Que la lumière soit, la lumière fût. On ne peut pas parler de la sécurité sans l'électrification. Donc qui donne des réponses à l'électrification donne directement des réponses aux questions d'insécurité. La voie inter-État de Carrefour-Sémé, qui a longtemps végété dans le noir, aujourd'hui, à pas endroit, ont été électrifiés. Et ça permet aux forces de l'ordre d'intervenir promptement sur des questions d'insécurité sur cette voie dans la nuit. Au-delà de cette joie exprimée, les populations des zones nouvellement électrifiées souhaitent que la célérité soit de mise dans la satisfaction des demandes de compteurs. Depuis quelques années, les zones frontalières du Bénin et plus particulièrement les départements de la Liborie et de la Takora sont confrontés aux conflits violents en lien avec l'extrémisme violent. C'est donc pour renforcer la cohésion sociale au sein des communautés vivantes dans ces zones frontalières que le projet Non-Sina a été officiellement lancé à Nati-Tengu la semaine écoulée. Alassane Harouna. Au cœur de ces assises de Nati-Tengu qui ont mobilisé les communautés des zones frontalières de la Liborie et de la Takora, leurs autorités communales autour des cadres techniques, experts internationaux et les partenaires techniques et financiers, le lancement officiel du projet Non-Sina, mis en œuvre par Search for Common Ground en partenariat avec des DRAS ONG sur financement de l'Agence française de développement AFD. Le projet Non-Sina vise à renforcer la cohésion sociale dans la Liborie et la Takora, deux départements du Bénin affectés depuis peu par l'extrémisme violent. Il s'agit d'un projet donc de renforcement de la cohésion sociale dans la Liborie et la Takora, qui vise principalement à faire en sorte qu'à travers des activités d'autonomisation des jeunes et des femmes, qu'on puisse atteindre des objectifs de cohésion sociale tout en développant donc la résilience des communautés. Et ce projet vise aussi à faire en sorte que la cohésion au-delà des communautés, la cohésion entre les communautés et les autorités aussi soit renforcée. D'un coût global de 984 millions de francs CFA, le projet Non-Sina est prévu pour durer 24 mois. 2 ans au cours desquels des stratégies de prévention à l'extrémisme violent seront mises en branle pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la zone d'intervention du projet. Ce projet ne sera possible évidemment sans la participation des communautés, le soutien des autorités locales. Chacun d'entre vous, d'entre nous, joue un rôle crucial dans le succès de cette initiative. Donc je vous remercie vraiment pour votre engagement dans la bonne réussite de ce projet. Ensemble, continuons à bâtir la paix et à cultiver la tolérance, à promouvoir l'inclusion pour une société plus harmonieuse. Le projet Non-Sina s'inscrit en droite ligne des politiques nationales du Bénin, notamment le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent 2018-2030. Ces activités permettront d'accompagner les populations locales tout en renforçant leur résilience. Nous avons le devoir de construire un Bénin où la paix, la sécurité et la justice prévalent. Le projet Non-Sina est un pas significatif vers cet objectif commun. Je nous invite à nous engager collectivement dans ce chemin pour renforcer la résilience de nos communautés et assurer un Bénin prospère
et unie. Renforcer la cohésion sociale, favoriser le dialogue entre les communautés et les autorités à travers des actions concrètes et la formation des ambassadeurs de la paix et le renforcement des capacités des journalistes, telles sont les ambitions du projet Non-SINA. Comment les médias africains peuvent-ils tirer le meilleur avantage de l'intelligence artificielle? C'est cette question qui était au cœur d'une formation de 3 jours initiée par Voice of Africa au profit des patrons de presse de la sous-région. Un rendez-vous de renforcement des capacités pour des patrons de presse qui ont compris qu'une réelle mutation s'impose désormais. Compte rendu. Les médias face à l'intelligence artificielle. C'est la formation qui réunit ici les journalistes seniors. Un renforcement de capacités pour les patrons de presse de la sous-région afin de les aider à mieux cerner les avantages de cet outil nouveau qui révolutionne tous les secteurs, y compris l'univers de la presse. Grâce déjà à rien que ChatGPT, vous pouvez déjà améliorer la qualité de vos contenus. Vous pouvez lui demander déjà de vous générer des articles, de vous générer du contenu. Mais vous pouvez aller encore un peu plus loin avec des modèles d'IA comme Perplexity qui vous permettent donc de faire des recherches beaucoup plus avancées. L'intelligence artificielle, comme toute technologie, a ses avantages et ses inconvénients. C'est un peu comme le téléphone, les Android que nous utilisons aujourd'hui. Alors ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le téléphone nous permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses, mais en même temps, le téléphone constitue un danger pour notre vie privée. Au menu des communications, les atouts de l'intelligence artificielle, mais aussi les risques liés à l'utilisation de cet outil numérique. Au cœur des préoccupations des patrons de presse, la désinformation qui prend une allure inquiétante. Pour les médias aujourd'hui, c'est d'abord une opportunité parce que l'intelligence artificielle leur appelle de nouvelles techniques de rédaction de contenu, notamment avec les contenus génératifs, également avec les manipulations de l'image comme de la vidéo. Mais en même temps, elle peut devenir très rapidement une menace, notamment dans la diffusion des informations fausses ou bien des deepfakes, notamment lorsque cette intelligence artificielle n'est pas utilisée à bon escient. La désinformation, c'est que le fait existe, effectivement, mais on présente le fait d'une manière à ce que le rendu n'est pas fidèle à ce qui s'est produit. Ça, c'est de la désinformation. Mais le fake news, c'est qu'on part totalement sur des imaginations pour produire des informations dans le seul objectif d'induire les populations en erreur. Et le deepfake, en fait, c'est un peu le niveau supérieur en fait, des fake news qui permet en fait, d'aller beaucoup plus en profondeur en produisant des contenus multimédia, que ce soit une vidéo, une image, pour pouvoir induire davantage les gens en erreur. Au terme de plusieurs jours de formation théorique et pratique, les participants sont désormais mieux outillés pour une utilisation optimale mais rationnelle de l'intelligence artificielle dans leurs différentes unités de production, de diffusion et de publication. C'est une réelle mutation de la presse qui s'annonce avec l'intelligence artificielle. Et pour finir, il est l'un des sites emblématiques de la ville de Parakou, le ciné Le Borgou. Rien qu'à évoquer son nom faisait la fierté des populations de la cité des Koboro. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette salle de cinéma qui servait pour les projections de films et autres spectacles culturels de grande envergure? La rédaction de Canal 3 Bénin a voulu en savoir davantage sur le sujet en se rendant sur le lieu. Suivez son reportage. Oubliez la belle époque des années 70 ou 80. Voici ce qui reste des hommes et du ciné Le Borgou. Un véritable nid de poubelles, entouré d'herbes, où règne permanemment l'insécurité. C'est bien dommage, hein? C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Et qu'on ait assisté à un désastre. J'appelle ça un désastre, hein? Parce que là, c'est un nid de bandits qui s'est installé. Et puis, bon, c'est une poubelle de, comment vous appelez, de déchets que les gens ont mis là, en place. Encore que c'est dans un cadre où, je dirais plutôt que c'est au cœur de la ville. Et ça devait animer. Entre-temps, ça fait partie de l'une des grandes salles de la fête du Borgou, et précisément de Parakou. Dans les années 80, 86, voire même 90, voire même
presque à 2000, les cinémas continuent toujours pas à rouler parce qu'il n'y avait pas de portable Android. C'était quand même beau. On avait suivi et on allait avec nos petites amoureuses là, nos petites copines en ce moment, et c'est par là qu'on allait retrouver un peu le sens de la vie. C'était beau, le ciné Le Borgou, mais malheureusement. Mais comment en est-on arrivé là? Qui sont les vrais responsables de cet état de délabrement du ciné Le Borgou? Je n'accuse personne, que vous m'en excusez. Je n'accuse personne, mais on pouvait mieux faire. Parce qu'en déguerpissant les gens, il fallait trouver une politique viable pour pouvoir réellement animer davantage ou viabiliser le cadre. Difficile d'en savoir plus sur la question, mais une chose est sûre, le bâtiment est géré par la direction de la cinématographie à Cotonou, sous l'égide de laquelle les travaux de réfection du ciné avaient démarré depuis 2020, sans aller au bout jusqu'ici. De temps en temps, les gens viennent nous solliciter cette salle-là pour des manifestations. C'est parce que les travaux ne sont pas achevés et on ne nous a pas confié la gestion, nous ne sommes pas habilités à louer ça. Et d'ailleurs, les travaux ne sont pas encore terminés. C'est ça qui va le problème. Si les travaux sont déjà terminés et que les gens nous confiaient cette responsabilité de louer, on peut louer ça aux gens, les gens vont faire des manifestations et ça allait faire rentrer de l'argent au trésor. Mais si on ne confie pas cette responsabilité, on n'est pas habilité à le faire. C'est pas pour lui qu'il y a la direction de la cinématographie. La direction de la cinématographie a pour rôle de s'occuper des salles de cinéma. C'est eux qui sont habilités à s'en charger. Bon, si eux ne le font pas, nous on ne peut pas, à notre niveau, se mettre à le faire à leur place. Peu importe, les populations, elles, attendent que leur joyau retrouve son passé glorieux. Je crois que dans une grande ville comme Parakou, la salle de cinéma fera partie des grandes infrastructures que n'importe qui, que ce soit les touristes viendront pour découvrir. Parce que ça donne au fait l'image de la ville de Parakou. Mais aujourd'hui, nous restons à Parakou, il n'y a pas une grande salle de cinéma et ça laisse à désirer. Est-ce qu'il y a de salles cinématographiques? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de salles de cinéma au Bénin actuellement, à part les petits coins de vidéoclubs que vous allez voir qui font office de, comment vous appelez, de relais des matchs. Ce n'est que ça qui fait la joie des Paraquois. La grande cité de notre, comment vous appelez, Koboro, elle est à terre parce que la culture, bref, ce n'est pas ça. Sinon, il y a quand même des cinéastes à Parakou. Il y a le Doyen qui quand même faisait des films à Parakou ici. Il y a aussi Zilé Tout Pointu qui fait des films. Il y a encore d'autres comme ça qui sont des cinéastes. Mais l'entrepreneur n'a pas fait les travaux pour les attirer à faire le travail. Sur ce site qui est dédié à ça, ça les décourage et ça fait que, comme vous le constatez, le cinéma doit Parakou. Réhabiliter le ciné ou construire une toute autre salle cinématographique pourrait redonner une nouvelle dynamique au ciné à Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin, où le 7e art se met depuis quelques années maintenant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.